carrefour de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée et du Moyen-Orient, l'Algérie, riche en ressources et en potentiel économique, aspire à une dépendance des hydrocarbures. Avec une balance de commerce extérieur en continuel excédent, les objectifs tournent autour de 10 milliards de dollars d'exportation en or hydrocarbures. Comment cela pourrait-il être possible? Quels sont les secteurs les plus porteurs? Et comment les acteurs économiques pourraient booster la cadence des exportations hors secteur de l'énergie? Toutes ces questions et bien d'autres sont au cœur de ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par votre quotidien Al Watan où des experts chevronnés partagent leur vision et leur expertise. Prêts à faire le point sur cette actualité ensemble? C'est parti! Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP. Une émission 100% digitale proposée par votre quotidien Al Watan. L'Algérie aspire à atteindre les 13 milliards de dollars d'exportation en or hydrocarbures. Est-ce que cela est possible? Quels sont aujourd'hui les défis et les opportunités pour ce secteur afin de relever notre PIB? Pour répondre à ces questions et bien plus encore, nous avons l'honneur de recevoir M. Ali Beynasri, consultant formateur à l'export. M. Ali Beynasri, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que je l'accepte et je vous remercie pour cela. Alors, première question, M. Nasri, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui du secteur des exportations? L'état des lieux des exportations, si on peut faire un constat, c'est qu'il y a un développement très important des valeurs exportées par l'Algérie. Et je peux prendre comme référence l'année 2020. L'année 2020, l'Algérie a exporté 2 milliards 200 millions de dollars. Nous sommes passés à une exportation de 2 milliards à 5 milliards en 2021 et à 6 milliards 600 en 2022. C'est-à-dire que par rapport à 2020, on a pratiquement multiplié par 3 la valeur de nos exportations. Il y a une explication à ça, c'est que les produits exportés, notamment donc les fertilisants, c'est des produits donc qui sont dans la composition essentiellement gazière à hauteur de 70%. Et c'est le fait que le prix du gaz a augmenté parce qu'il est lié donc plus ou moins donc, à la valeur du baril du pétrole, qui a permis d'atteindre cette valeur. Et à titre d'exemple, la tonne d'ammoniac coûtait en 2020 237 $ la tonne. Elle est passée à 800 $ en 2021 et à 1100 $ en 2022. C'est-à-dire que si on examine sur le plan volume, on va constater que le volume n'est pas peut-être très important, mais c'est le prix. C'est le prix qui a augmenté, qui a fait exploser. Qui a flambé, donc au niveau international, à tel point, si on prend le cas de l'urée, qui est un produit destiné justement aux céréales, beaucoup de céréaliers dans le monde se sont plaints auprès de leur gouvernement parce que le prix était pratiquement multiplié par 2 ou 3, c'était excessif. Donc, nous sommes encore un peu captifs de la palette étroite du profil des exportations des produits exportés par l'Algérie. Donc l'état des lieux, c'est celui-là. C'est en tout cas, on peut retenir une chose, c'est que l'Algérie, d'un point de vue potentiel pétrochimique, elle commence à devenir un acteur qui compte au niveau international, notamment donc au niveau européen. Et dans le secteur hors hydrocarbures, qui est aujourd'hui un challenge justement pour l'Algérie? Oui, je suis de ceux qui disent que nous sommes en phase de démarrage réel des exportations en Algérie. Quand on examine tout le profil des exportations, c'est-à-dire 82% des produits exportés sont intimement liés au coût du gaz en Algérie. J'ai parlé des fertilisants, des engrais. Je peux parler du ciment, qui est un produit hautement énergivore. Entre 55 et 60% du coût, c'est le gaz et l'électricité.
L'autre produit remarquable à l'exportation, près d'1 milliard de dollars. Au niveau du ciment, nous sommes à 500 millions de dollars. Au niveau des produits sidérurgiques, nous sommes à 1 milliard de dollars. C'est dû justement, 50% du coût est lié donc au prix réduit du gaz et de l'électricité en Algérie. Ça, c'est une réalité pour expliquer cette augmentation très importante des produits à l'exportation. Justement, donc cette exportation ou cette augmentation de l'export passe directement par le volet investissement. Donc si on doit parler des investissements en matière d'exportation, qu'en est-il aujourd'hui? C'est justement le défi que nous avons. C'est cette connaissance des exportations qui ont été intimement liées à l'investissement. Si on exportait avant près d'1 milliard de dollars, quand je dis avant, c'est-à-dire avant 2006, 2007, c'était la valeur qu'on exportait plus ou moins. On a atteint un pic en 2018 qui n'avait jamais été atteint auparavant, c'est de 2 milliards 800 millions de dollars. C'est que les investissements que l'Algérie a connus à partir de 2010, je citerai le cas du sucre, qui a permis donc à l'Algérie d'exporter près de 400 millions de dollars en 2021. L'investissement dans les cimenteries, qui a fait passer l'Algérie d'une capacité de production installée de 18 millions de tonnes à 40 millions de tonnes. Nous avons aussi les fertilisants, parce que avant 2010, il n'y avait qu'un seul acteur. C'était Asmidal, qui est devenu Fertial, après NGV, avec Fertiberia, qui est une société espagnole qui appartient au groupe Villamir. Donc, et en 2013, est venu un autre acteur dans les fertilisants, c'est Sorfert, qui est une JV entre Sawiris et Sonatrach. En 2015 est venu aussi AOA, dont les exportations ont commencé à émerger timidement, certes, à partir de 2018-2019. AQS, c'est un investissement Algeria Qatar Steel. Et nous avons donc, c'est AQS, c'est les produits sidérurgiques, mais en tout cas, dans les fertilisants, nous restons dans les fertilisants, c'est AOA. Al-Jazairiya Oumaniya Lil Asmida. Donc cette troisième a permis à l'Algérie de réaliser des exportations qui étaient avant 2010 sur une moyenne de 200 millions de dollars. Nous sommes passés avec l'augmentation des cours du gaz et ces investissements à près de 3,5 milliards de dollars. Les produits sidérurgiques, avec l'investissement de Tosyali et AQS, donc Algeria Qatar Steel et Tosyali, l'une à Ballara, l'autre à Btewa au niveau de l'Oranie, a fait passer l'Algérie d'un pays importateur. La moyenne des exportations, plutôt des importations des produits sidérurgiques, était entre 5 et 7 milliards de dollars. Ces investissements ont fait passer l'Algérie au stade d'exportateur et en 2022, on a réalisé 1 milliard de dollars d'exportation dans les produits sidérurgiques. Mais ces produits-là sont tous intimement liés au coût de l'énergie dont l'Algérie profite. Très bien. Alors, si l'on devait justement profiler les exportations ou avoir des profils, qu'est-ce qu'on pourrait avoir réellement? Profiler, mais quand on parle d'investissement, il faut savoir donc quels sont nos avantages comparatifs. Effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce que l'exportation, c'est qu'on se pose toujours la question, un exportateur se dit toujours où est la demande. C'est-à-dire répondre à une demande internationale selon ce que nous avons comme potentiel naturel ou potentiel, disons, ressources humaines, digitalisation, exportation des services dont on parle très peu. Je citerai le cas de l'industrie du tourisme qui est très timide, hein, pour ne pas dire presque inexistante en matière d'exportation. Et le défi que nous avons et la question qu'on doit poser, quels seraient les métiers
de l'Algérie, ce qu'on appelle les métiers mondiaux de l'Algérie. Moi, à mon avis, nous avons des filières ou des produits qu'on a très peu exploités et qui sont source de revenus à l'exportation. Deux produits que nous exportons bruts et que nous devons aussi. Nous avons le phosphate. Nous avons exporté en 2022 l'équivalent de 2 millions de tonnes à un prix unitaire moyen d'exportation de l'ordre de $90. Ce produit-là, nous importons ses dérivés. Alors que nous pouvons très bien travailler voilà. sur et alors, pour voir un peu le différentiel, c'est que nous exportons $90 la tonne de phosphate et nous importons des dérivés qui sont le DAP, diaminure de phosphate, l'acide phosphorique et très concentré de phosphate, dont le coût moyen à l'import est de $700. Donc, nous avons ici une source de valorisation de la richesse locale. Voilà. Et nous avons à côté, donc, et je pense que c'est, disons, la richesse que nous avons en produits donc miniers. Nous avons donc, l'Algérie possède, d'après les spécialistes, c'est pas moi qui le dis, nous avons de grands spécialistes dans ce domaine-là qui ont fait des études, qui ont fait des propositions, qui disent que l'Algérie peut exporter 30 à 40 milliards de dollars de produits miniers. Donc, le secteur minier peut être la première source de revenus pour le pays. Exactement, à l'exportation, à la condition, bien sûr, de valoriser. Donc, je citerai des produits où nous avons, donc, d'après les estimations, et qu'il faudrait bien sûr peut-être actualiser, nous avons presque 31 substances minérales. La dernière dont on parle, on a beaucoup parlé sur le zinc et le plomb. Bien sûr que l'exploitation de ces produits-là doit être conforme au respect de l'environnement, c'est-à-dire la protection des biens et des personnes. Mais ce que je dis, c'est le potentiel que nous pouvons développer à l'exportation. Nous avons donc, certains parlent de lithium, de terres rares, de manganèse, de cuivre. Il paraît que nous avons aussi beaucoup de cuivre. Et certains produits, le tungstène, le wolfram et tout. Nous avons une richesse minière que l'Algérie pourra donc exploiter à la condition, bien sûr, de la protection de l'environnement, c'est sûr. La protection de l'environnement, attirer des IDE. Je pense que ça, c'est une orientation, disons, essentielle pour développer les exportations. Nous avons aussi des ressources par ailleurs. Nous avons, je citerai le cas du gaz. Si nous exportons à peu près 3 milliards de dollars de produits pétrochimiques, il est clair que tout mètre cube exporté en l'état est une perte de revenus par sa transformation. Et je vous donne un exemple. On importe l'équivalent de 2 milliards de dollars de produits destinés à la plasturgie en Algérie. Il faut savoir que les bouteilles de plastique que nous avons, sa matière première, le PET, est importée, et notamment d'Arabie Saoudite. Nous importons uniquement de ce pays-là près de 400 millions de dollars. Alors que nous avons le gaz, et nous pouvons, à travers donc le gaz, parce qu'il y a un produit, il y a une molécule à l'intérieur, c'est l'éthane, par vapocraquage d'éthane, aller vers la production de ce qu'on appelle de la famille des éthylènes. Et là, c'est aussi une source de revenus en devises qui est phénoménale. Quand on voit que la société qui exporte vers l'Algérie a un chiffre d'affaires de 23 milliards de dollars. Donc, c'est énorme, oui. Toute exportation de gaz brut est une perte de revenus. Une perte de revenus. C'est-à-dire que l'Algérie doit aller très vite. Dans la transformation de tout ce qui est brut, de la richesse brute. Voilà. C'est ça les orientations. Valoriser ce que nous avons déjà pour augmenter les exportations. La valeur ajoutée, elle est chez nous.
La création d'emplois, elle est chez nous. Très bien. Justement, donc en dehors des minerais et des produits justement tout ce qui est pétrole, et hydrocarbures, quel est le véritable potentiel algérien en matière d'exportation? Là, je parle de l'or hydrocarbures, je parle de l'agriculture. On a parlé tout à l'heure dans les coulisses de l'industrie du bois. On parle aussi des startups, on parle aussi des services. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait réellement faire dans ces secteurs? Au niveau de l'exportation, on n'a jamais parlé des services nous concernant. C'est-à-dire quand on examine actuellement le potentiel qui existe d'après les spécialistes, d'après le ministre, sur l'exportation des services, oui, bien sûr, il faut y aller, mais il faut donner les conditions. Les conditions, à mes yeux, c'est d'abord donner des encouragements et surtout mettre en adéquation la réglementation algérienne en matière d'exportation du numérique, de la connaissance et par rapport aussi à la réglementation des choses. Beaucoup d'exportations se font à partir de comptes en offshore, alors que l'Algérie peut capter donc ces devises. Comment? En facilitant cet acte-là. Et je pense que la révision de la loi 0311 sur la monnaie et le crédit a pris en charge justement cet aspect donc, du commerce. Il y a aussi le secteur du tourisme qui est très très peu exploité et l'Algérie a cet avantage de ne pas avoir été polluée par le tourisme que connaissent d'autres pays voisins et on peut tirer l'expérience de ces pays-là pour éliminer en quelque sorte, entre guillemets, donc les effets négatifs et construire une industrie touristique. Nous avons un sud qui est magnifique. Comment organiser l'investissement, qui amener, qu'est-ce qu'on offre comme avantage et l'exportation, on fait l'exportation donc des services touristiques, c'est d'abord une culture et une ressource humaine. Qu'en est-il de l'agriculture dans ce sens aussi? L'agriculture, à mes yeux, on n'a pas un potentiel à l'exportation. Mis à part la date. Pourquoi? Parce que nous importons nous-mêmes près de 9 milliards de dollars. Le poste alimentaire coûte très cher à l'Algérie. Donc, c'est-à-dire que si on arrivait à s'autosuffire, nous avons une exportation indirecte de 9 milliards de dollars. Ça, c'est une chose. L'exportation des produits agricoles, il y a actuellement une remise en cause. Donc, je citerai le cas de l'Espagne, qui est le grenier en quelque sorte de l'Europe actuellement, et qui remet en cause cette position. Pourquoi? Parce que les variations climatiques, notamment donc le réchauffement, fait que la ressource hydrique est devenue de plus en plus rare. De plus en plus rare. Faut-il être le grenier de l'Europe au détriment de beaucoup de choses? Et là, c'est un autre débat donc, qui me dépasse, je ne le connais pas. Mais en tout cas, ce que je dis, l'agriculture n'est pas encore en mesure d'aller dans l'exportation. Nous avons ce qu'on appelle un écosystème qui permet d'avoir des avantages. C'est quoi? Nous pouvons faire de l'extra-précocité, de la précocité, des primeurs et de l'arrière-saison. C'est-à-dire nous pouvons nous positionner vers un marché européen dans la partie nord et souvent sous le gel pour les approvisionner. La moyenne des exportations au niveau donc, de notre région varie entre 3,5 milliards de dollars et 1,2 milliard de dollars. À titre d'exemple, l'Algérie exporte 140 millions de dollars, dont 80% c'est des dattes. Le deuxième produit fortement exporté c'est les dérivés du caroube. Pour les produits agricoles, le reste, des légumes, c'est epsilon. C'est pratiquement insignifiant parce que c'est une agriculture qui est informelle. L'exportation répond à une demande et à des exigences que l'agriculture informelle ne peut pas se conformer. Donc, faut-il aller vers une agriculture exportatrice? C'est tout le débat. Mais en tout état de cause,
moi je connais deux modèles qui exportent sans aucun problème d'écoulement. Ces deux modèles, c'est donc des installations au top, avec toutes les nouvelles technologies, des produits extrêmement bien élaborés, et ils ont démontré que l'une est au sud, l'autre côté donc de l'Oran et de Sidi Bel Abbas, qui ont démontré que nous avons une qualité des produits liée justement, peut-être donc certainement donc à l'écosystème, à beaucoup de choses, et qui accèdent très facilement. Faut-il multiplier donc ce type de modèles? Faut-il les multiplier, c'est-à-dire augmenter leur nombre, aider, mais pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure d'aller vers une exportation des produits agricoles. Exactement. Alors, par rapport toujours, restons toujours dans le commerce extérieur et les exportations, il y a eu des mesures justement pour soutenir justement les exportations hors hydrocarbures et hydrocarbures. Qu'en est-il réellement? Et est-ce que ça a vraiment apporté les fruits qui étaient escomptés au début? Avant de répondre, je vais juste compléter. Nous avons un secteur pharmaceutique qui a une taille africaine. Nous avons près de 200 sociétés qui ont les moyens d'exporter, malgré que c'est des génériqueurs, mais en tout cas, nous avons un potentiel à développer l'exportation, notamment en Afrique. Il faut reconnaître qu'actuellement, il y a un changement de paradigme, et ce qui est très important à mes yeux, c'est que le bâton de l'export a été pris en charge par le président de la République. Ça, sans aller dans le sens du poil, c'est une réalité. Le 18 août 2020, en tant qu'observateur de la sphère du secteur, j'ai été étonné que le président, pour la première fois, le président de la République parle pendant 12 minutes sur l'export. Ça n'a jamais été le cas. Un Premier ministre n'en parlait pas. Moi, j'ai demandé à un Premier ministre, que j'ai eu l'occasion, donc, au niveau d'un événement, de lui dire, Monsieur le Premier ministre, vous parlez de l'export, vous n'avez jamais rencontré les exportateurs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le 18 août 2020, lors de la conférence sur la relance économique? Le président de la République a plus ou moins soulevé, ou plutôt donné des orientations sur ce que notre pays devait faire. Il a parlé de l'externalisation des banques, ce qui est une condition sine qua non. Il a parlé donc de la faiblesse et de la contrainte de la logistique. Il a aussi dit une chose, il a dit que les exportateurs, et en disant les exportateurs, on va leur donner beaucoup plus de ce qu'ils recevaient avant. Avant, il y avait 20% qui étaient accordés, ce qu'on appelle au compte exportateur, qui ont bénéficié. Et il avait dit, tenons compte de ça, et je pense que dans son esprit, il parlait de la Banque d'Algérie, et il a dit, nous sommes prêts à donner beaucoup plus. Parce qu'il faut intéresser, les exportateurs. Je ne voudrais pas parler de choses négatives, ce n'est pas le moment et le lieu, mais en tout état de cause, la réglementation d'échange doit être aux standards internationaux. Et la question que j'ai toujours soulevée, donnez-nous les mêmes conditions que les autres pays, sinon plus. Pourquoi? C'est des pays qui sont, des États qui sont derrière les exportateurs, avec toutes les facilitations. Quand je me mesure à un exportateur tunisien, au turc, au vietnamien, il faut dire qu'on souffre. Monsieur Anastasia, la dernière question. Zone franche et accord signé, quel avantage pour le commerce extérieur? La notion de zone franche n'existe plus maintenant. On parle de zone, certains pays, zone économique ou zone économique spéciale. Parce que franche, c'est d'abord, on est hors commerce extérieur du pays, c'est aussi une annulation des préférences tarifaires, je me fais comprendre. Si vous exportez à partir d'une zone franche vers un pays auquel vous êtes lié par un accord, cadre de l'Europe, ou la zone de libre-échange, ou demain la SDECAF. Si vous exportez à partir d'une zone franche, vous êtes exclu
Parce que pourquoi? Parce que vous travaillez ce qu'on appelle dans un cadre de concurrence déloyale. Vous êtes défiscalisé, vous avez des facilités par une entreprise locale. Donc, au sens de l'OMC, la zone franche est pratiquement maintenant pointée du doigt. Ce qui existe, c'est des zones économiques spéciales. Ça existe. Actuellement, c'est le terme employé. Les zones économiques, on a parlé au niveau donc, de nos frontières et tout. Une zone économique, elle est destinée donc, à ce qu'on appelle les zones franches ou zones qui existaient donc d'exportation industrielle ou des zones d'exportation tout court. Une zone franche ou zone économique spéciale est destinée à recevoir des IDE ou des investissements étrangers directement pour l'export. Il faut qu'elles soient généralement, quand on examine les zones à l'international, elles sont toutes situées au niveau des ports. Pourquoi? Parce que pour être compétitif, toute source de coût sur coût, elle doit justement être... pour réduire le coût, donc Voilà. c'est pour ça qu'ils sont installés ailleurs. Donc c'est pas au niveau donc, du sud qu'on va le faire. Certainement. C'est au niveau donc, des zones portuaires, dégager donc un port qui, je ne sais pas, peut-être Jinjin, parce qu'il était prévu même à l'époque quand il y avait donc la zone franche, il devait être installé à Ballara et tout. Il faut savoir ce qu'on projette pour des investissements. C'est aussi une zone, je vous dis, hors du commerce extérieur. Faut-il donc être dans ce contexte-là? Concernant le sud, je pense qu'il faut aller, pour moi, c'est plus souple d'aller vers des zones sous douane. Pourquoi? Il n'y a pas ce qu'on appelle, nous sommes tous assujettis donc à la réglementation d'échange et les conditions d'accès au commerce extérieur. Cette zone sous douane est destinée donc à accueillir des produits que nous mettons à proximité des frontières. Je vous donne un exemple. Si on installe un grand parc sous douane au niveau de Ngzem, Ngzem est à 15 km d'Assamaka, le premier poste frontalier Niger. Un importateur nigérian du Nigeria, s'il sait que des produits sont disponibles à 1000 km, il n'y aura pas en Chine. Certainement. Certainement, c'est plus proche, question logistique, c'est mieux. Il est gagnant à tous les niveaux. Il faut savoir, ou le cas du Niger, ou du Mali, ou du Tchad éventuellement, surtout les pays enclavés qui souffrent. Donc, tout importateur ira plus facilement à côté, par voie terrestre, non pas par conteneur. Ils ont des camions de 50 jusqu'à 70 tonnes qui vont faire du groupage. Parce que l'Afrique, généralement, c'est des groupages. Vous n'avez pas des spécialités, des importateurs spécialisés. Donc, mais ils prennent plusieurs produits. Voilà. Nous mettons cette possibilité d'avoir du groupage parce que tous les produits sont là. 2, de faire le transit. On n'a pas des mers à traverser, on n'a pas d'immobilisation financière, c'est-à-dire quand vous achetez de Chine, vous devez faire une immobilisation financière de 4 mois. Entre le moment de l'acte donc d'achat et donc l'arrivée des produits, vous avez près de 4 mois, délai de donc les prix peuvent changer. Donc ils viennent à nos portes, charger ce qu'ils veulent, différents produits, et ils retournent. Et ils savent faire les Africains, et je pense qu'on pourra développer un très grand business, une zone sous douane. Une zone économique spéciale ou zone franche, je pense que ça peut venir après. Une zone économique spéciale, ça peut venir après. Mais on peut démarrer avec un sous-douane, mettre à la disposition des frontières, des pays, les produits algériens. Monsieur Nasri, merci d'avoir été parmi nous. C'est ainsi que prend fin ce numéro de ce vendredi dédié au commerce extérieur. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine.